Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle interview avec l'une des plus grandes légendes du Muay Thai, et c'est Jean-Charles Karbowski. Comment vous allez aujourd'hui? Non, bah ça va, je te remercie. Et toi? Ça va bien, très content d'être ici avec vous. Bah, écoute, tout l'honneur est pour moi. Tout d'abord, comment avez-vous découvert le Muay Thai pour la toute première fois et qu'est-ce qui vous a attiré dans ce sport? J'ai vu à Muay Thai il y a 15 ans par un ami, Jérôme Le Bourgeois, que je revois régulièrement. Il donne des petits coups de main au club aussi. C'est lui qui m'a présenté André Zetoun. Voilà. Et c'était le coup de foudre. Et qu'est-ce qui vous a... Je cherchais cette discipline pour devenir plus fort, apprendre à me défendre. C'est vraiment cette envie de d'être meilleur pour se défendre et dans les combats. D'abord, c'était juste pour se défendre. Et après, j'ai fait un combat. Et après, c'est devenu différent, parce que c'est devenu un sport que je pratiquais tous les jours. Pour essayer de monter de niveau. Voilà, comme vous avez dit, vous avez essayé de monter de niveau. À quoi ressemblait votre état d'esprit lorsque vous avez commencé à vous entraîner sérieusement? J'étais focus sur l'entraînement. Il y a que ça qui comptait. 15-16 ans, t'as des potes, ils sortent, ils font des trucs. Moi, je sortais pas. Je faisais pas de trucs. J'allais au club. Voilà. Donc, dès cet âge-là, vous avez déjà l'objectif d'être professionnel. Non, non, juste de gagner le prochain combat. L'objectif, c'était uniquement de gagner le combat que je devais faire. Je pensais pas à après ce combat. Là, je pensais bien que j'arrêterais après ce combat. À quel moment vous avez décidé de partir en Thaïlande et est-ce que vous réalisiez vraiment ce qui vous attendait là-bas? La première fois que je pars en Thaïlande, c'est 18 ans. C'est 2 ans que que je m'entraînais. J'avais déjà 5 combats en France. Et de toute évidence, pour progresser, il fallait partir en Thaïlande. Donc c'est ce que j'ai fait. Je suis parti 3 mois, juillet-août, septembre, parce que j'avais la fac en octobre. Donc à chaque fois que je suis parti en Thaïlande, les premières années, c'était pendant juillet-août, parce que quand j'étais étudiant, il n'y avait pas de temps d'y aller, ni les moyens d'y aller à un autre moment de l'année, quoi. Et je sais pas ce qu'il fallait ce qui m'attend là-bas. Les premières fois, j'ai pas eu ce que je m'attendais, c'est-à-dire être dans un club avec un entraîneur qui s'occupe de toi, parce qu'en fait c'est un autre système, c'est plus professionnel. S'ils te connaissent pas, bon bah ils te regardent pas, quoi. Et il faut prendre du temps pour connaître les gens. Et comme j'ai pour 3 mois, on n'a pas le temps de se faire des amis en 3 mois. Donc, ce qui fait que c'est toujours, j'arrivais pas à m'entraîner, en fait, parce que je me sentais pas bien dans un club. Par contre, je faisais beaucoup de combats. J'en ai pas à côté. Et ça m'a donné l'expérience. Donc, le pays il est différent. Et quel a été le plus difficile pour vous dans ce pays? Est-ce que c'est le niveau, les conditions de vie ou encore le respect à gagner en tant qu'étranger? Quand? Premières années là-bas? Ben, je suis pas passé plusieurs années là-bas, parce que je suis parti juste des 3 mois, quoi. Les 2 mois, juillet, août, donc, on va dire vraiment des premières années, quoi. Et oui, les premiers moments où vous êtes allé, donc les premiers 3 mois où Non, bah, il y a rien de dur, mais chaque fois, c'est-à-dire que, j'arrivais pas à m'entraîner parce que, déjà, bon, j'avais pas de coach qui s'intéressait à moi et qui attendait que je vienne à la salle à telle heure pour s'occuper de moi, parce que je suis personne là-bas. Et les premiers jours, tu te blesses tout le temps. À l'époque, il n'y avait pas de tatami, c'était même le sol, même le bitume. Tous les Français, tous les Européens, ils se coupaient sous les pieds, parce qu'on n'a pas l'habitude de marcher pieds nus, avec nos chaussettes, nos chaussures, on a les pieds fragiles. Et donc, dès les premiers jours, tu te coupes sous le pied, parce que c'est dur par terre. Et après, tu peux plus t'entraîner, parce que quand t'as mal à la plante du pied, tu peux plus marcher. c'est des conditions d'entraînement difficiles, donc il y avait un respect entre guillemets à gagner en tant qu'étranger qui était plus compliqué. Bah, les premières années, je m'entraînais pas dans les clubs, je faisais juste des combats dans les bars. Et après, à Koh Samui aussi. Donc en Thaïlande, bah, les rythmes de combat sont assez élevés. Comment votre corps, au fil des années, il tenait avec autant de combats et d'entraînement? Bah, faut mettre de la pommade, de la glace, aller voir des docteurs, des marabouts, des masseurs. À force, il y avait l'habitude aussi du corps qui s'acclimatait à Bah oui, ce... bien sûr. À la fin, je me coupais plus la plante des pieds, quoi. Quand je voyais les Français qui arrivaient, j'étais mort de rire, parce que moi, je n'avais plus ça, quoi. C'est- Le sous mes pieds, et c'était endurci. Du coup, je disais, vous n'avez pas vraiment de solution entre guillemets miracle pour que votre corps tienne avec ces conditions-là. Ah bah, non, mais de toute façon, tout le monde casse au bout d'un moment, quoi. À force de tirer sur la ficelle, bah, je finis par casser. Donc ensuite, vous avez fait de plus en plus de combats là-bas. Et vous étiez connu pour votre calme avant les combats, Pour moi? pour votre calme avant les combats. Ah Vous bon? montrez pas, j'ai regardé quelques vidéos et vous montrez pas vraiment, je trouvais
trop de stress ou d'émotion. Ouais, faut pas montrer d'émotion en boxe. Parce que si tu montres une émotion, ça veut dire que le jour où t'en montres pas, qu'il y a un problème. Donc si t'en montres jamais, le jour où t'en montres pas, bah ça reste normal, quoi. Donc, est-ce que c'était naturel ou est-ce que vous avez appris avec le temps? Non, c'est un effort. Ah, et vous avez ça directement en arrivant, pour les premiers combats dans les bars, c'est Ouais. déjà dans cette mentalité-là Quelle mentalité? de ne pas montrer les émotions, de cet Oui, bien sûr, effort-là. ouais. Bah, même avant les premiers combats, dans ma vie privée. Donc ensuite, dans la suite de votre carrière, il existe beaucoup d'histoires autour de votre rapport notamment à la fête, par exemple certains entraînements au combat. Quelle partie elle est vraie aujourd'hui? En Thaïlande, tu t'entraînes dur, et après le combat, bah, tu fais la fête, quoi. Aussi dur que tu t'entraînais. Comme ça, après, t'es dégoûté, t'as envie de te rentraîner, quoi. C'est, ça monte, c'est l'essence, tu t'entraînes à fond, tu t'amuses, tu t'arrêtes, parce que si tu t'amuses pas, bah, après, t'as moins envie de t'entraîner, quoi. Et il y a eu normalement une histoire aussi, à rapport avec la fête quand vous étiez à The Ultimate Fighter. Ouais, mais là, j'avais arrêté ma carrière depuis déjà presque 5-6 ans, quoi. J'étais entraîneur, et puis je suis parti en vacances. Effectivement, enfin, Donc quelle part est vraie dans ces rumeurs qui ont pu sortir? non, non, mais moi, quand tu pars en vacances, c'est pour t'amuser, quand même. Tu pars en famille, en vacances, avec des amis, à Las Vegas. Tu vas pas te coucher à 22h30. Oui. Bah oui, sinon, c'est un délai à Las Vegas, quoi. C'est à Las Vegas, bah tu sors, quoi. Non, y a rien à dire de plus à part que vous étiez en vacances et vous Je suis en vivez, quoi. vacances, et que j'ai arrêté ma carrière depuis longtemps, et que je suis là pour m'amuser, et que c'est gratuit, pas gagner d'argent pour cette émission. Elle a fait des centaines de millions de vues, quoi. Et donc, quand on regarde votre palmarès aujourd'hui, vous avez été champion du monde, multiple champion Non, d'Europe ou j'ai pas été encore. champion du monde, j'étais 3 fois champion d'Europe, et classé numéro 1 au Raja. Et qu'est-ce qui vous rend le plus fier parmi ces trophées? Bah, forcément, le numéro 1 du Raja. Et pourquoi une telle fierté pour ce titre? Bah, je suis le premier Européen à avoir atteint ce niveau. Et en Thaïlande, t'as 2 stades, le Lumpini et le Raja. Si t'es champion dans ces 2 stades, t'es meilleur que le champion du monde. Que les champions du monde, il y en a dans beaucoup de fédérations, dans beaucoup de pays différents. Mais le Lumpini et le Raja, c'est les meilleurs niveaux au monde. Et c'est là que vous avez compris vraiment que vous étiez en train de rentrer dans la légende. Sur le coup, je réalisais pas, quoi. Je fais ce que j'avais à faire, je pensais juste au prochain combat. Vous l'avez réalisé. Et si il n'y avait pas eu les réseaux, j'aurais été oublié, forcément, parce que si t'es pas actif, puis surtout j'ai ouvert mes salles et je suis venu à l'État et j'en mets plein de champions dans ma salle. C'est pour ça que les gens continuent à parler de moi et maintenant qui reconnaissent ce que j'ai fait il y a 20 ans. Mais sinon, j'aurais pas eu cette reconnaissance si j'ai pas perduré et continué dans le Muay Thai, quoi. Donc et vous êtes rendu compte de ce que vous avez fait plus tard, durant votre Bah, après-carrière oui, ou bon, quelques années après. on est plus ou moins compte, mais bon, c'est l'important, c'est de gagner un combat, peu importe qui c'est en face. Franchement, c'est les autres qui se sont rendus compte, c'est les jeunes comme toi aujourd'hui, t'as quel âge? Tu vois, donc moi j'ai arrêté la compétition il y a 20 ans, tu vois, les jeunes de 16 ans qui attendent parler de moi, ça fait plaisir. C'est grâce au réseau. Là, j'ai un revival grâce aux réseaux sociaux, mais bon, ça marchait déjà bien pour moi, j'avais déjà mes 2 salles. Et depuis que je suis passé avec Greg MMA, ça a un peu boosté Greg MMA et Karaté Bushido. Que j'ai entendu beaucoup parler de vous via les réseaux. Vous avez été du coup champion d'Europe, comme vous l'avez dit. Ouais, 3 fois. Est-ce qu'à cette époque, un ou plusieurs titres européens, ils représentaient déjà une reconnaissance mondiale dans le Muay Thai? Oui, bien sûr, hein. Parce que après la Thaïlande, c'est l'Europe où il y avait le meilleur niveau, quoi. Après les titres, je vais jamais dire grand chose, quoi. Mais en tout cas, le mec que j'ai battu, ce titre, c'est un mec très fort, c'est Yegin Osman. C'est une légende de la boxe aussi, et c'est un Belge. C'est surtout le fait de battre des gens qui ont des noms, quoi. Parce que le titre, des fois les gens, bah, ils ont des titres, mais tu leur dis contre qui t'as boxé, bah, mais tu sors un nom, personne connaît, quoi. Alors que tu boxes avec un nom, ouais, c'est mieux. C'est sûr qu'il y a plus, ça met plus en valeur le titre. Et une saveur Bah, particulière. le titre, c'est moins important que le nom que t'as boxé, quoi. Si tu bats Senchai, tu dis j'ai battu Senchai. Tu connais Senchai? C'est le meilleur en boxe thaï. Si tu bats Senchai, voilà, de t'en vanter partout, quoi. Qu'il y ait un titre de champion du monde ou pas, à la clé, c'est pas important, quoi. Tu dis juste j'ai battu Senchai.
mais personne n'a battu. Hein. Puis j'ai battu Boakao, voilà. Pas besoin de dire que t'as un titre. Il est champion du monde, est-ce que t'as battu Boakao ou non, quoi, voilà. Les noms des adversaires, ouais, complètement. Donc, votre victoire contre Mangkong Kum permet de devenir le premier étranger numéro un dans le stade précédemment. Donc, vous avez vraiment réalisé à ce moment-là que vous entriez dans l'histoire de ce sport. Et comment arrivez-vous à garder une Non, même mais j'étais envie, le seul une à le savoir, motivation? donc quand t'es le seul à le savoir, t'as pas l'impression de rester dans l'histoire, parce que t'as l'impression parce que t'es le seul qui le sait, quoi. Maintenant, les gens le savent. Donc, sur la continuité, vous êtes rendu compte que vous étiez entré dans l'histoire. Euh, déjà, bah, un petit peu, quoi. Si tu le dis, quoi. Comment êtes-vous arrivé à Ouais. garder une même envie ou motivation après un titre comme celui-là? Non, mais j'ai su que j'étais numéro un bien après, et sans faire exprès. Personne ne me l'avait dit. Je suis rentré dans une pièce et mon oncle est marqué. Personne ne rentre dans cette pièce, personne ne rentre jamais dans cette pièce pour voir qui est numéro un, quoi. Et un jour, j'ai eu la chance de rentrer dans cette pièce et j'ai vu que j'étais numéro un. Ouais, je l'ai dit à Pascal Ibuki Karaté Bushido, celui qui gère Karaté Bushido, là. Il fait partie de combat. Et lui, il a dit aux autres. Voilà. Sinon, je l'aurais pas dit, personne ne l'aurait su. Donc, comment, après chaque combat gagné, vous avez envie d'en refaire un autre pour regagner, regagner, regagner? Dans les pièces, c'est marqué que t'es numéro un, mais personne ne le sait, quoi, à part toi qui le vois. Tu ressors de la pièce, bon, t'as pas vraiment changé il y a 5 minutes, tu sais pas que t'es numéro un, mais après t'es tout seul à le savoir, quoi. Donc c'est bizarre, non? Ouais, je t'ai coupé, tu me posais quoi, donc, Michel? Du coup, c'était comment vous arrivez à garder une plus grosse motivation après chaque combat gagné Ah non, ou non, la motivation, vers la fin, elle est moindre, forcément. et pour que ce soit pendant le début ou pendant le milieu de votre carrière? Ouais, au bout d'un moment, de toute façon, j'étais professionnel, donc la motivation, c'est bien salut, quoi. Il y avait Après, forcément, au bout du centième combat, j'ai moi, Agnan, qui fait ses premiers titres de champion qui a 20 ans, qui a 31 ans, qui est plus, t'es moins, ouais, moins énervé qu'à 20 ans déjà, et puis surtout, j'étais content d'avoir fait ce que j'ai fait, je connaissais mon niveau, donc, enfin, ouais, j'étais moins motivé, là, vers la fin. moins motivé parce qu'on a déjà fait Bah, beaucoup de choses avant et t'as moins faim quand t'as déjà mangé, quoi. c'est sûr. Donc, lors de votre passage dans The Ultimate Fighter, beaucoup de combattants ont été choqués par votre niveau en sparring. Comment avez-vous vécu ce moment de l'intérieur? Sur le coup, bah, c'était juste un entraînement normal, quoi. C'est quand j'ai vu à la télé, qu'ils ont inventé toute une histoire, qu'ils font passer pour un ouf, là. En plus, j'ai bien aimé, ça m'a fait rire. Et, ça fait un peu le tour du monde, et il y a beaucoup d'Américains qui disent qu'ils ont commencé la boxe thaï de par cette vidéo, parce qu'ils connaissaient pas la boxe thaï, donc moi mon but c'est de promouvoir ce sport, et en passant cette émission, j'ai accompli un peu mon but. Ça, ça vous donne une fierté en plus? Bah je suis content d'être un ambassadeur du Muay Thai, ça m'a apporté beaucoup, et je veux faire grossir ce sport pour que ça apporte à d'autres jeunes aussi. Donc, dans cette émission, il y avait Georges Saint-Pierre. Comment votre collaboration a-t-elle commencé avec lui? Et quelle relation Alors, avez-vous on a avec lui à été ce très moment-là? bons amis, ouais, toujours, hein, bon, étant donné qu'il est, c'est un businessman et c'est un millionnaire et c'est une star. Bah forcément, il a moins de temps pour moi, quand même. Alors que toi, t'as trouvé le temps, quoi. Tu vois. Et Georges Saint-Pierre, non. Il a pas trouvé le temps. Mais en tout cas, super sympa, super intelligent. C'est un très bon modèle pour les jeunes. C'est lui qui m'a appelé, en fait, il m'a téléphoné. Et il m'a dit, ouais, je voudrais que tu viennes m'entraîner. Moi, je savais pas qui c'était. Finalement, je suis parti au Canada, il m'a entraîné une fois, après il m'a appelé une deuxième fois, une troisième fois. Il m'a invité à Las Vegas pour l'émission Ultimate Fighter. Cette collaboration s'est vraiment fait à ce moment-là. Et là, Elle a vraiment commencé à partir de ce moment-là, à partir de cette émission. non, non, on s'était déjà vu trois, quatre Ah, fois avant. et ça, je savais pas. Qu'est-ce qui devient le plus important dans un combat avec Ouais, l'expérience, ouais. la technique, le cardio, l'intelligence de combat ou encore le mental? Ah bah écoute, l'intelligence de combat, le cardio. Le cardio, c'est pour gagner, l'intelligence de combat, faut pas se faire mal. Après, t'as que l'intelligence, mais t'as pas le cardio, bon bah tu te fais pas mal, mais tu gagnes pas. T'as le cardio, t'as pas l'intelligence, tu gagnes, mais tu te fais mal.
Donc les deux sont importants. Et le mental, est-ce qu'il est vraiment très important dans ce sport? Bah, je le mettais dans Ok. l'intelligence de combat, quoi. Est-ce que vous, à l'époque, on travaillait aussi dessus, sur le mental et l'intelligence de combat, ou c'était pas Bah, forcément quelque chose qu'on serait plus que le ça? combat, l'intelligence de combat, c'est avec les combats, avec l'expérience. Et le mental, c'est l'entraînement avec le prof. On se dépasse, on fait des séries, coup de pied jusqu'à la mort. Tu te pousses à fond, c'est ce que tu as envie de vomir, presque. Y a-t-il un combattant ou un adversaire qui vous a poussé à atteindre votre niveau maximum, mentalement ou techniquement? Il y en a qui m'a bien, bah, il y a des victoires. Après, il y a un mec que j'ai boxé 5 fois. Si tu boxes un mec 5 fois, c'est que il y a le doute jusqu'à la quatrième fois, quoi. Non? Si. Ouais. Et je suis pas C'est-à-dire là-bas, qu'on fait donc 4 combats, et si on se reboxe une 5e fois, c'est qu'il y a encore un doute sur ce qui est plus fort. On va faire quoi pour savoir ce qui est plus fort? T'en fais un, tu sais. Si c'est pas sûr, t'en fais un deuxième. Si c'est toujours pas sûr, t'en fais un troisième. Si c'est toujours pas sûr, t'en fais un quatrième. Et donc, jusqu'au quatrième, c'est toujours pas sûr. Mais je vais quand même gagner 3 fois, là. Par chance. Et le cinquième, je l'ai battu facilement, grâce à tout ce qu'il m'avait fait pendant 4 combats. Et il s'appelle Kunse Petsupapan. La ceinture. Une légende en tête. il y en a un qui vous a... Est-ce que c'est le même qui vous a mis vraiment spécialement en difficulté? Bah, il y en a qui ont, un autre qui est en Ponglec, il m'a mis KO 2 fois. Je l'ai boxé, la troisième fois, je gagne par KO, et enfin, un quatrième combat, et je gagne par KO. Donc là, il n'y a pas besoin d'un cinquième combat, parce que les deux derniers combats, je les gagné par KO. Donc il y a Alors souvent qu'avec besoin Kunse, qui a eu de... besoin d'un cinquième combat. Il y a souvent besoin de plus de combats Hmm. pour savoir qui est meilleur. Bah, si les 2 premiers mes KO, les deux derniers j'ai mes KO, c'est-à-dire que j'ai compris sa technique et que j'ai progressé entre temps, quoi. Et, voilà. Donc il n'y a pas besoin d'un cinquième. Alors qu'avec Kunse, qui a eu besoin d'un cinquième. Donc après une carrière aussi marquante, qu'est-ce qui vous a donné envie de transmettre votre expérience plutôt que de complètement arrêter Parce que vos j'ai appris études? des techniques, qui pour moi, ils révolutionnent, cette discipline, que personne ne connaissait en France. J'étais sûr que personne ne connaissait. Et je me dis, ces techniques-là, elles valent de l'or, parce que personne ne sait, quoi. Ça m'a changé toute ma conception, ma vision du Muay Thai que j'avais au début. À la fin, j'ai vraiment compris beaucoup de trucs. Et je me dis, je peux pas les garder pour moi, parce que j'ai eu du mal à les acquérir. Et si je les garde pour moi, bah, c'est vraiment dommage, ce serait une perte, quoi. C'était que pour cette raison-là ou il y avait aussi envie de continuer à entraîner des personnes pour qu'ils deviennent Bah, pour que meilleures? je continue à entraîner, il faudrait que j'ai juste entraîné auparavant. Mais je l'ai pas entraîné auparavant. Donc, je peux pas continuer à entraîner quand j'ai m'entraîné. Parce que vous avez dit que vous avez un petit peu entraîné Georges Saint-Pierre durant l'émission. Est-ce qu'il y avait Mais une c'était envie en de faire ça après? 2006. Non, c'était en 2008. Ouais. J'ai commencé à donner des cours en 2006. Est-ce qu'il y a toujours eu cette envie après 2010 et elle dure encore? Ouais, bien sûr. Mais là, maintenant, je fais des stages. Je fais beaucoup d'interviews. Et, c'est ma manière de promouvoir cette discipline. Et j'ai beaucoup de succès sur les réseaux en ce moment. J'en profite pour faire la pub pour la boxe thaï. Toujours cette envie de mettre en avant le sport qui Oui, vous c'est a... ma mission. Ma mission, c'est de promouvoir le Muay Thai. Quel héritage aimeriez-vous laisser dans Muay Thai? Bah, des clubs, puis l'amour de ce sport, en touchant les jeunes qui sont nés alors que j'avais déjà arrêté ma carrière, tu vois. Vu que j'ai ce pouvoir-là, bah, pour voir cette discipline auprès d'eux. Les jeunes, c'est l'avenir. Donc, du coup, toujours cette envie de promouvoir aux jeunes pour qu'ils continuent à faire vivre ce sport. Bien sûr, mais aux jeunes et aux moins jeunes. Merci. Merci pour cette interview. C'est fini. C'est fini. Dommage. Bon, bah, J'ai je te bien remercie. aimé. Merci de ton intérêt, merci d'être passé. Merci d'avoir accepté à vous. Bah, je t'en prie, hein. Et puis, Merci. ça va du cap, merci à tous.